Avec le Trends Invest Challenge gratuit de Trends Tendance, tout le monde peut investir. Investissez 100 000 € virtuels, gagnez 10 000 € bien réels. Participez sur investchallenge.be. Vous écoutez Z sur 7, le podcast quotidien de Trends Canal Z. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 19 mars. Votre podcast aujourd'hui est écrit par Arnaud Huard et animé par Jean-Pascal Ledoux. Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, dans votre nouvel épisode, Belfius a décidé d'investir de nouveau dans la défense. Belfius, c'est pas n'importe quelle banque, c'est une banque publique. Ensuite, 162, c'est le nombre de métiers en pénurie en Belgique. Et la politique de l'Arizona n'avance pas comme une solution. Et je pense que ça risque d'avoir un impact négatif pour certains secteurs. Et pour finir, nous retrouverons Peter de Keyser pour analyser les tensions commerciales actuelles à travers le monde. Restez à l'écoute. Z sur 7, à la une. Belfius investit de nouveau dans le secteur de la défense et des armes, annonce l'Écho. Un revirement pour la banque publique qui a longtemps exclu ces domaines de sa politique d'investissement durable. Quelques règles sont tout de même de mise, le siège de l'entreprise doit être enregistré dans l'espace-temps et les armes controversées restent exclues. Explication avec Marek Hudon, professeur à la Solvay Brussels School. Ça reste un peu étonnant parce que Belfius, c'est pas n'importe quelle banque, c'est une banque publique et on a aussi l'inclusion ici de l'armement ici en termes de nucléaire, les armes nucléaires. Donc ça va quand même assez loin par rapport à la processus, on va dire, traditionnel il y a quelques mois. Belfius n'est pas la seule et la tendance semble s'accélérer. Faut-il appliquer les fameux critères ESG, environnementaux, sociaux et de gouvernance aux entreprises de la défense et de l'armement? Le débat pourrait être relancé. Marek Hudon. Il ne faut pas oublier qu'en fait la défense était un des seuls secteurs qui était complètement exclu de beaucoup de fonds d'investissement durable. C'était historiquement, en termes d'exclusion, un des secteurs phares. Aujourd'hui, on pense quelquefois à la défense d'un point de vue ESG. Ça veut dire quoi? Alors derrière le secteur de la défense d'armement, il y a des réalités très différentes entre la police de quartier et les armes nucléaires. Évidemment, c'est très différent. Et donc, on peut essayer de réfléchir autour de ceci, mais il y a encore énormément de travail. L'enjeu va être de garder de la cohérence. Comment est-ce qu'on va pouvoir avoir une lisibilité sur qu'est-ce qui est vert, qu'est-ce qui est durable, qu'est-ce qui ne l'est pas, quand on va mélanger beaucoup de choses très différentes entre un investissement en termes d'énergie renouvelable par exemple et la défense. Ce qui est important, c'est de garder une ligne claire, cohérente, sinon on va faire peur sans doute à pas mal d'investisseurs. Partout, on cherche des solutions pour financer les énormes besoins en défense et en armement, dans le privé et dans le public. Et chez nous, la piste de vente des réserves d'or de la Belgique serait étudiée, alors que les États-Unis achètent ce qu'ils peuvent. Pour l'instant, rien n'est tranché et la banque n'a pas l'intention de proposer des fonds thématiques axés sur la défense à ce stade. Z sur 7, à la une. On dénombre pas moins de 162 métiers en pénurie en Belgique. Pour inverser cette tendance, la formation joue un rôle essentiel. Mais la politique de l'Arizona en matière d'allocation de chômage pourrait s'avérer contre-productive. Thierry Doc, professeur en politique sociale à l'UCL. Pour l'instant, pour la formation, les autorités politiques avaient tendance à utiliser plutôt la carotte, notamment à travers la dispense de la recherche d'emploi, la possibilité de bénéficier des allocations de chômage pendant la période de formation. Ici, le projet du gouvernement fédéral est plutôt de faire marche arrière sur ces dispositions-là et je pense que ça risque d'avoir un impact négatif pour certains secteurs. Les secteurs les plus touchés par la pénurie sont l'industrie et la construction, mais aussi les métiers d'enseignants et d'infirmiers qui demandent 4 ans de formation. Seule exception à la règle des allocations de chômage de 2 ans, elle ne s'applique pas aux plus de 55 ans, ce qui ne va pas forcément aider à résoudre le problème. Thierry Doc. Est-ce qu'un grand nombre de personnes sera vraiment concerné par cette mesure des plus de 55 ans? C'est rare quand à plus de 55 ans on se destine à devenir infirmière ou enseignante. Mais donc pour tous les autres, ils vont se dire moi je ne peux pas prendre le risque de par ma situation de me lancer dans une formation longue alors que c'est quand même vraiment essentiel par rapport à des métiers pour lesquels on a besoin de candidates et de candidats et de candidates et de candidats qui soient formés. Selon la VDAB, l'équivalent flamand du Forum, près de 3000 étudiants suivent des formations supérieures à 2 ans tout en percevant des allocations de chômage. Thierry Doc regrette que cette décision n'ait pas été discutée en amont avec les partenaires sociaux. On l'écoute. C'est vraiment important que les interlocuteurs sociaux puissent se saisir du dossier pour qu'ils puissent envoyer un signal aux autorités politiques en disant « là, il nous semble qu'il
le problème de pénurie ne risque de s'aggraver si vous maintenez le cap de la limitation des allocations de chômage à 2 ans, y compris pour les personnes qui se forment dans le métier en pénurie. Je pense qu'il faut écouter les réalités de terrain et ne pas camper sur une posture idéologique qui risque d'avoir un impact négatif sur les réalités de terrain. L'accord du gouvernement insistait pourtant sur la nécessité de lutter contre la pénurie dans certains secteurs. David Clarinval, que nous avons contacté, n'a pas donné suite à notre demande de réaction. Z sur 7 à la une. Élever un enfant a un coût que l'assureur AG vient de mesurer en comparant les dépenses d'un couple sans enfant avec celles d'un couple avec enfant. La différence est d'un peu plus de 264 310 € au bout de 25 ans. Laurence Geiss, porte-parole d'AG. Les vêtements, la nourriture, tout ce qui est lié à la vie quotidienne, l'abonnement GSM, le vélo, etc. Là, en fait, tout mis bout à bout, ça arrive à un montant de 230 000 € à peu près, et auquel on doit ajouter les frais de garde et ensuite les frais d'enseignement, les frais scolaires. De la maternelle à l'enseignement supérieur, ça va être crescendo, et donc on arrive au total à un montant de 264 000 €. Un enfant coûte autant qu'une maison. Cette expression souvent répétée, qui, selon leurs calculs, n'est finalement pas loin de la vérité. Laurence Geiss. On a ce chiffre de 264 000 € d'un côté. On a regardé, selon Stadbel, le prix d'une maison, 2-3 façades, prix médian en Belgique, il est à 275 000, l'appartement 245 000, donc on est vraiment entre les deux. Et donc oui, on peut dire qu'un enfant coûte presque une maison, en tout cas plus qu'un appartement. Presque une maison et plus qu'un appartement. C'est valable pour le premier enfant. Les enfants suivants sont moins cruels pour le portefeuille. Laurence Geiss, porte-parole d'AG. Pour le deuxième enfant, forcément, il y a des frais qui sont rationalisés, donc ils coûtent un peu moins cher. Les frais comme la poussette, les vêtements qu'on passe de l'un à l'autre. Un deuxième enfant coûte moins cher qu'un premier enfant. Pour ces calculs, AG se base sur le revenu moyen d'un couple en Belgique. Un revenu qui se situe juste au-dessous de 4 000 € net par mois. L'assureur invite ces ménages à explorer d'autres pistes de financement que le compte épargne traditionnel, peu rémunérateur. Z sur 7, les dessous du pouvoir. Peter de Keyser, économiste et entrepreneur, fait le lien entre entrepreneuriat et politique. Aujourd'hui, nous allons parler de la montée actuelle des tensions commerciales et du rôle de l'Europe. Que doit-on penser des récentes tensions commerciales entre l'Union européenne, les États-Unis et la Chine ? Alors, les tensions commerciales récentes sont le symptôme d'un changement dans l'équilibre du pouvoir économique mondial. Par exemple, le président Trump a déjà annoncé toute une série de nouveaux droits de douane qu'il imposera sur des produits importés. La semaine dernière, par exemple, il a menacé d'imposer des droits de douane allant jusqu'à 200% sur le vin et le champagne européen. Mais il faut aussi considérer que la décision de l'Union européenne l'année dernière d'augmenter les droits de l'importation sur les voitures électriques chinoises. Ça doit être vu dans le contexte des tentatives de protection de sa propre industrie contre une concurrence jugée déloyale. Cependant, le risque est que cela conduise à des représailles, ce qui pourrait fausser le commerce international et, en fin de compte, nuire aux consommateurs en augmentant les prix et réduisant les choix. Alors pourquoi affirmez-vous que l'Europe mène une guerre commerciale contre elle-même ? Alors l'expression guerre commerciale contre elle-même fait référence aux barrières internes qui affaiblissent le marché unique européen. Bien que l'Union européenne soit considérée comme un marché unique, il existe des différences significatives entre les États membres en matière de réglementation, de normes et de bureaucratie. Cela complique les échanges et les investissements transfrontaliers. Les entreprises, en particulier les PME, sont confrontées à des procédures complexes telles que des exigences différentes en matière de certification, de législation fiscale et de réglementation du travail. Cela crée des conditions de concurrence inégales et entrave la croissance des entreprises européennes. Pouvez-vous donner des exemples concrets de la manière dont ces barrières internes affectent les activités quotidiennes des entreprises ? Supposons qu'une entreprise belge veut offrir des services numériques en Allemagne. Elle peut être confrontée à des règles différentes en matière de protection des données, de droits de contrat et de protection des consommateurs. Ou prenons le cas d'un producteur de vin français qui souhaite vendre ses produits en Pologne. Il peut être confronté à des taux d'accise différents, à des réglementations en matière d'emballage et à des exigences linguistiques différentes. Ces différences rendent les activités transfrontalières des entreprises coûteuses et fastidieuses, ce qui les rend moins compétitives. Quelles sont les conséquences économiques concrètes de ces barrières internes et comment affectent-elles
est-elle la position concurrentielle de l'Europe ? L'impact économique est important. Selon les estimations du FMI, ces barrières pourraient entraîner une perte de 10% du PIB de l'Union européenne. Cela se traduit par des occasions manquées de création d'emplois, d'innovation et de croissance économique. De plus, cela affaiblit la position concurrentielle de l'Europe sur la scène mondiale. Alors que d'autres blocs économiques tels que les États-Unis et la Chine renforcent leur marché intérieur, l'Europe se retrouve avec un marché fragmenté. Il est donc plus difficile pour les entreprises européennes de rivaliser avec les géants mondiaux. Que pourrait faire concrètement l'Europe pour améliorer cette situation ? Et quelles sont les mesures les plus urgentes ? L'Union européenne devrait donner la priorité à l'achèvement du marché unique, en particulier dans les domaines des services numériques, de l'énergie et des marchés de capitaux. Cela nécessite un programme ambitieux d'harmonisation des règles et des normes, ainsi qu'une réduction de la bureaucratie. La mise en œuvre de mesures relatives au marché unique afin de faciliter le commerce numérique transfrontalier, la simplification des procédures administratives pour les PME ou bien le renforcement de l'application des règles existantes du marché intérieur. En outre, la volonté politique et la coopération entre les États membres sont essentielles pour mener à bien ces réformes. Alors, au lieu de répondre aux guerres commerciales extérieures, l'Europe devrait se concentrer sur la résolution des problèmes internes. Ce n'est pas tant une question de choix que de priorité. Il est important de défendre les intérêts de l'Europe dans les conflits commerciaux internationaux, mais tout aussi important de renforcer le marché intérieur. Un marché intérieur fort est la meilleure défense contre les menaces extérieures. En supprimant les barrières internes, l'Europe peut accroître sa résilience économique et améliorer sa compétitivité. Les meilleurs experts boursiers vous proposent des analyses des marchés internationaux, des conseils avisés et les dernières tendances économiques. Z sur 7, experts boursiers. Nous arrivons déjà aux 4 dernières minutes du podcast. Avant d'examiner les marchés boursiers et les actions, n'oubliez pas que rien ne vous retient de commencer à investir. À partir du 24 mars, vous pourrez participer au Trends Invest Challenge. Investissez 100 000 euros d'argent virtuel et gagnez peut-être un portefeuille d'investissement de 10 000 euros ou remportez les 1 000 euros hebdomadaires. Vous pouvez vous inscrire aujourd'hui encore sur investchallenge.be. Aujourd'hui, c'est avec Guillaume Duchesne de la Banque Transatlantique que nous allons analyser les marchés boursiers. Le dollar s'est déprécié fortement. Il est à 1,09 vis-à-vis de l'euro, soit une baisse de 4% depuis le début de l'année et un très fort mouvement depuis janvier puisque nous étions quasiment à la parité avec l'euro. L'année dernière déjà, on était dans un environnement où le marché était assez convaincu de la croissance économique aux États-Unis, donc il y avait un dynamisme qui était omniprésent, donc ça a renforcé un petit peu le dollar. Et puis là, depuis, le sujet central, en tout cas sur les marchés, c'est la récession aux États-Unis, de voir s'il y a réellement une récession. Donc on a eu une série de chiffres qui démontrent qu'il y a un doute sur l'état de l'économie américaine, avec un ralentissement dans les investissements de la part des entreprises, mais aussi du côté du consommateur. On a eu quelques chiffres, notamment l'indice de confiance des consommateurs du Michigan, qui montrent que les gens, en tout cas la population, est plus prudente, plus inquiète, et donc il y a un risque de récession qui est assez clair. Donc ça joue évidemment en défaveur du dollar, et parallèlement, en Europe, on a eu plutôt de bonnes nouvelles. Avec l'Allemagne qui développe un plan d'investissement sur la défense et l'infrastructure, donc ça donne un biais un peu plus favorable à la croissance. Il y a un intérêt des investisseurs aussi pour le papier européen, en disant finalement c'est bon marché, il y a un peu plus de potentiel et donc il y a un regain d'intérêt pour les actifs européens. Donc ça joue en défaveur du dollar. Et cette semaine, il y a une réunion de la Fed qui, en fonction de son discours, pourrait accentuer le mouvement de baisse du dollar. Alors ce mercredi, oui, il y a une réunion. A priori, elle devrait opter pour le statu quo. Mais malgré tout, vu le contexte macroéconomique, le marché attend quand même à nouveau des baisses de taux. Donc 2-3 baisses de taux cette année. Parce que évidemment, il n'y a pas de croissance. Donc ça, c'est la possibilité. Mais la question, c'est vraiment de voir un petit peu ce que Powell peut dire, parce que la dernière fois qu'il a parlé, c'était au mois de janvier, donc avant justement l'impact des droits de douane, et de voir un petit peu comment il interprète l'élément, parce que c'est réellement inflationniste, et donc de voir comment il module un petit peu sa politique économique, mais clairement, oui, ça pousserait a priori ces baisses de taux vers un dollar encore plus faible. Mais cette tendance forte à la baisse du dollar est tout de même étonnante. Généralement, dans les périodes d'incertitude et en période de baisse des indices boursiers, le dollar est souvent considéré comme une devise résiliente,
voire refuge. Oui, c'est ça, c'est une valeur refuge, c'est-à-dire que l'incertitude augmente. Il y a le franc suisse qui est vu évidemment comme une valeur refuge, mais bon, voilà, il y a l'omniprésence de l'économie américaine, et donc quand on ne sait pas comment les choses évoluent, il y a un appétit en particulier pour le dollar. Or, c'est pas le cas pour le moment, il n'y a pas ce mouvement vraiment de repli, qui pourtant, on l'a vu depuis les années 80, il y a toujours eu un mouvement assez fort en faveur du dollar, et là, il n'y a pas ce mouvement, parce qu'on a quand même une baisse assez conséquente et assez rapide surtout. C'est tout pour aujourd'hui, vous pouvez regarder les Z-News de ce soir. Et Jean-Pascal, à quoi peut-on s'attendre dans le podcast de demain ? Demain, vous retrouverez la rubrique à la une de Trends Tendance. Comme vous le savez, un journaliste dévoilera les dessous du magazine Trends Tendance. Vous pourrez aussi retrouver vos analyses quotidiennes du monde économique et des marchés financiers. Restez à l'écoute. Salut, ici Warren Buffett et je vous invite à participer gratuitement au Trends Invest Challenge parce qu'avec Trends Tendance, plus rien ne vous retient d'investir. À moins d'avoir une excuse bidon comme celle de Valérie, j'ai plus d'argent à investir. Valérie, pas besoin d'argent. Vous recevez 100 000 euros d'argent virtuel pour vous lancer. 100 000 euros. Allons. Le Trends Invest Challenge de Trends Tendance. Investissez de l'argent virtuel, gagnez des prix bien réels. Participez sur investchallenge.be.